Bonjour, bienvenue pour ce numéro 3 déjà des Natura News, vos chroniques santé et nutrition hebdomadaires. Aujourd'hui, nous allons parler de simili-carné, de sommeil, de liens entre antioxydants et cancer. Dans les livres, je vous parlerai du charme discret de l'intestin et de l'horrible vérité sur les médicaments anticholestérol. Et enfin, dans la revue d'études de la semaine, je vous parlerai surtout de liens entre ostéoporose et équilibre acido-basique. Commençons par la revue de presse avec cette semaine un reportage diffusé dans le journal télévisé de France 2, donc à la télévision française, qui nous montrait tous ces nouveaux produits dits simili-carnés, c'est-à-dire des produits industriels censés imiter d'un point de vue texture, d'un point de vue gustatif, la viande, voire même le poisson ou le fromage. Donc on parle bien ici de produits développés par des entreprises, de produits transformés issus d'un processus industriel et non pas de recettes maison que vous pourriez faire. Par exemple, je ne sais pas, un steak végétal en mixant des haricots rouges avec oignons, carottes, un petit peu de fécule pour faire le liant, etc. Non, on parle ici bien de produits transformés. Donc le reportage nous montre différents produits, le journaliste les goûte et on va surtout essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'analyser ce sujet dans sa globalité. Donc premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus d'entrepreneurs et d'investisseurs qui s'intéressent à ce marché parce que c'est un marché sur lequel il y a une demande croissante et donc bien entendu, il y a des gens qui veulent faire du business exactement comme dans les produits industriels sans gluten où le sans gluten est une problématique, les produits sans gluten en sont une autre. Exactement comme le débat sur la viande est une chose, ces produits-là, censés les imiter, sont un autre débat encore une fois. Par exemple, dans les produits sans gluten, ça vous le savez, je le dis à longueur de vidéos et d'articles, les produits sans gluten sont dans leur immense majorité des produits transformés, industriels, bourrés d'amidon et extrêmement pauvres en micronutriments qui n'ont aucun intérêt. Et bien là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où les seuls deux objectifs sont de n'avoir aucun ingrédient d'origine animale et d'autre part d'avoir une texture qui ressemble plus à la viande, ensuite c'est la porte ouverte à toutes les combinaisons, toutes les possibilités. Et c'est pour cela qu'on obtient ces aliments dont la liste d'ingrédients fait plutôt peur. En général, j'ai regardé un petit peu les produits cités dans le reportage. On a par exemple des protéines végétales, donc protéines de pois, protéines de soja, donc plutôt des protéines bourrées d'antinutriments. On a du gluten de blé, sûrement pour le liant et la texture. On a d'autres ingrédients. On a notamment de la méthylcellulose de mémoire. On a des arômes naturels, ce fameux terme arôme naturel qui couvre on ne sait quoi. On sait juste que c'est fabriqué à partir d'ingrédients d'origine naturelle, mais au-delà de ça, ça n'indique rien du tout. Bref, des aliments qui sont nutritionnellement extrêmement peu intéressants, en tout cas d'un point de vue purement nutritionnel, encore une fois, bien moins qu'une viande de qualité. Et c'est pour cela que je veux vraiment insister sur deux choses. Premièrement, l'importance de la matrice alimentaire. Qu'est-ce que la matrice alimentaire ? C'est le fait de dire qu'au sein d'un aliment, un aliment naturel, que ce soit la viande, mais même, je sais pas, un poireau, un chou, un brocoli, une orange, on a différents nutriments, on a des fibres, on a des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des minéraux, etc. dans certaines quantités, sous certaines formes, et que ces macro et micronutriments interagissent entre eux, sont liés entre eux, notamment pendant leur assimilation au sein de notre digestion. Par exemple, dans une orange, vous avez des bioflavonoïdes qui vont améliorer l'absorption de la vitamine C. C'est pour ça maintenant qu'on trouve des compléments qui essayent d'imiter ce phénomène naturel, des compléments de vitamine C dans lesquels il y a également des bioflavonoïdes. Donc il faut vraiment comprendre qu'un aliment est plus que la simple somme des nutriments qui le composent. C'est pour cela qu'un produit industriel transformé qui n'essaiera que d'avoir un équivalent en additionnant ces nutriments
séparément ne sera jamais l'équivalent en termes nutritionnels de l'aliment qu'il est censé représenter. Donc je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tout est toujours supérieur en nutrition à la somme des parties. C'est pour cela que peut-être un jour on y arrivera. Moi, je ne pense pas que c'est souhaitable, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas capable de nourrir quelqu'un toute sa vie uniquement de compléments alimentaires. En tout cas, si on veut rester en bonne santé. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que ce débat-là, on n'est pas du tout dans un débat pour ou contre la viande, c'est un sujet dont on pourra parler d'autres fois. Là, ce n'est pas le débat que je souhaite avoir, et donc merci de ne pas vous lancer dans ce débat non plus dans les commentaires. C'est vraiment un débat pour ou contre les produits industriels et pour ou contre un certain modèle agricole, parce que pour moi, ce type de produit est l'opposé total d'un modèle agricole que moi je souhaite plutôt se voir développer, c'est-à-dire un modèle agricole basé sur des produits bruts, non transformés, avec des circuits courts, avec des producteurs qui ont les moyens de faire des produits de qualité, de vivre correctement de leur métier, et donc qui puissent être en lien le plus possible avec les consommateurs. Bref, voilà, une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Enfin bon, vous connaissez tout le discours. Et donc le problème de ce type de produit, c'est qu'on est vraiment dans une vision très américaine, voire anglo-saxonne, de l'alimentation, mais surtout américaine, dans le sens où c'est pas du tout une critique contre les États-Unis, que sur plein d'autres aspects, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas la même culture culinaire, il n'y a pas la même culture agricole que dans des pays dits plus anciens comme en Europe et notamment en France ou en Italie, tous ces pays où on a vraiment une culture du terroir, c'est-à-dire où la culture régionale est liée à un certain modèle agricole et surtout à certains produits agricoles, voilà, que ce soit fromage, que ce soit certains fruits, certains légumes, je sais pas moi, les amandes ou les noisettes en Sicile, voilà, le vin ou l'huile d'olive dans certaines régions de la Méditerranée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette culture du terroir est l'opposé total de ces produits transformés industriels dont les ingrédients, on n'en connaît pas du tout l'origine et où le consommateur ne va pas être en lien avec un agriculteur, voire avec un petit intermédiaire, que ce soit je sais pas, un système de panier ou même un magasin bio qui lui sera en direct derrière avec l'agriculteur. Non, là le consommateur est en lien avec un industriel, voire le distributeur qui vend ses produits industriels. Donc on perd totalement cette culture du terroir et je pense que ce type de modèle n'est pas du tout souhaitable et est plutôt l'ennemi du modèle agricole auquel je faisais référence juste avant. Pour conclure sur ce sujet rapidement, que vous soyez paléo, vegan, végétarien, omnivore, méditerranéen, tout ce que vous voulez, le plus important c'est manger des produits frais, bruts, de saison, local si possible. Et si par exemple vous ne mangez pas de viande pour une raison ou pour une autre, eh bien assumez-le et apprenez simplement à cuisiner les autres aliments censés la remplacer. Donc par exemple dans ce cas-là, pour un végétarien ou un végétalien, en grande partie les légumineuses. Voilà, apprenez à cuisiner de manière brute les légumineuses au lieu de vous tourner vers ce type de produits industriels. Deuxième sujet qui a pas mal été repris dans les médias cette semaine, c'est une étude qui a été faite sur les rythmes de sommeil de différentes tribus de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, en Namibie et en Bolivie. Donc cette étude a analysé en mettant, il me semble, des bracelets qui traquent, qui suivent les mouvements. Et donc en considérant que à partir du moment où il n'y a plus de mouvement, c'est que les personnes étaient en train de dormir. Et donc à partir de ces données, on calculé les périodes de sommeil de ces tribus de chasseurs-cueilleurs. Les médias ont repris ça en simplifiant juste sur le résultat. Les chasseurs-cueilleurs dormiraient en moyenne 6h30 par nuit, donc comme dans les pays modernes. Et
Mon problème, c'est ce que le lecteur lambda va en retenir, à savoir, je dors comme nos ancêtres, donc finalement, je n'ai rien à changer et je continue avec mon sommeil de piètre qualité dans ma vie d'urbain stressé. Premièrement, il y a déjà un petit problème sur la mesure des données, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, quand on lit l'étude, il faut plutôt prendre en compte la période de sommeil qui serait entre 7h et 8h30 par jour, donc on n'est pas tout à fait sur les 6h30 de moyenne évoquées dans les articles de la presse, et surtout c'est passé complètement à côté des vrais sujets, comme ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on voit que ces chasseurs-cueilleurs ont une exposition à la lumière du soleil, parce que bien entendu il n'y a pas de lumière artificielle chez eux, ils s'exposent surtout à la lumière naturelle du soleil le matin, surtout en début de matinée, ce qui est effectivement un très bon point comparé à nous où on est tout le temps enfermé en ville, dans des bureaux, dans nos appartements, etc. C'est un très bon point pour avoir un bon rythme circadien. C'est pour ça que moi je conseille toujours fortement aux personnes qui ont des problèmes d'insomnie ou qui ont des problèmes d'endormissement d'essayer de s'exposer justement au maximum à la lumière du soleil, à la lumière naturelle le matin. Et ensuite, donc, comme je le disais, c'est passé un petit peu à côté de tout le reste, à savoir, on a d'un côté des chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas notre stress chronique, ils ont des stress ponctuels, ils ont beaucoup plus d'activité physique, ils ont une alimentation 100% brute et naturelle, donc les effets sur la santé d'un manque ou pas de sommeil ne peuvent pas être simplement comparés avec notre manque de sommeil à nous. Et de toute manière, comme on a une infinité de données sur l'importance du sommeil par ailleurs, moi je continue à maintenir que la durée de sommeil optimale d'après toutes les données disponibles, c'est environ 7h30 plus ou moins 30 minutes, suivant les personnes. Donc en gros, entre 7h et 8h, c'est vraiment, je pense, la durée optimale dans nos vies modernes par rapport à nos rythmes de vie modernes, d'autant plus pour toutes ces personnes parmi vous qui sont stressées quotidiennement, qui sont fatiguées chroniquement également. Donc voilà, bon, en bref, ne retenez pas de ces articles si vous les avez vus passer que dormir simplement 6h30 par nuit suffirait et que Pour finir sur cette revue de presse, on a eu pas mal d'articles qui ont repris 2 études sorties à une semaine d'intervalle ces derniers jours sur les liens entre antioxydants et cancer. Ces 2 études ont eu un petit peu le même modèle, à savoir transplanter des cellules de cancer de la peau humaines sur des souris et ensuite injecter ou non à ces mêmes souris des antioxydants pour analyser au final la propagation des métastases. Et le résultat est que les souris traitées avec des antioxydants ont vu le développement des métastases plus avancées par un phénomène parfaitement compréhensible de stress oxydatif ou plutôt de manque de stress oxydatif, c'est-à-dire que quand vous avez une tumeur n'importe où dans votre corps et que cette tumeur va essayer de créer des métastases, c'est-à-dire d'autres tumeurs ailleurs dans votre organisme, eh bien vous avez des cellules cancéreuses qui se baladent dans votre sang pour aller s'implanter ailleurs. Et ces cellules ont normalement très peu de chances d'arriver à créer une métastase, donc, comme je le disais, à un autre endroit de votre organisme, parce que ces cellules subissent beaucoup d'attaques, notamment du stress oxydatif. Et donc la plupart de ces cellules cancéreuses vont mourir en cours de route. Et donc la théorie ici, c'est que les antioxydants donnés en supplémentation protégeraient par ce phénomène de bouclier antioxydant, protégeraient toutes les cellules du corps du stress oxydatif et notamment les cellules cancéreuses, ce qui augmenterait donc les chances des cellules cancéreuses de créer des métastases. Donc j'espère que c'était suffisamment clair. C'est pour cela que je suis en accord avec la conclusion des chercheurs qui est qu'il semble prudent d'éviter de prendre en complément des antioxydants si l'on a un cancer déclaré. Ensuite, c'est un autre sujet en prévention, et puis c'est un autre sujet de parler des compléments. Le problème avec ce type d'article repris dans la presse, c'est que j'ai peur que les gens commencent à tout confondre. Supplément en antioxydants pendant un cancer, supplément en antioxydants
en général, tous les compléments en général. Là, les gens commencent un petit peu à tout mélanger. Pour un rappel, encore une fois, le but n'est pas d'être pour ou contre les compléments alimentaires. Le but est d'analyser chaque substance indépendamment par rapport à son rapport bénéfice-risque, hein, un petit peu comme un médicament. Et donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le cancer, une fois qu'il est là, une fois qu'il est déclaré, ça peut être effectivement très compliqué de s'en débarrasser. Et c'est pour ça que beaucoup d'efforts doivent être mis avant tout sur la prévention, avec notamment une bonne alimentation. Passons maintenant au livre. Alors, d'une part, nous avons Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, sorti en français en avril dernier 2015, et sorti déjà il y a 1 an et demi en Allemagne. Donc l'auteur, c'est une étudiante en médecine qui avait en fait gagné ce qu'on appelle un Science Slam, qui est un endroit où en fait on doit présenter un sujet scientifique en général en 10 minutes, et son exposé avait été filmé et la vidéo en fait avait connu pas mal de succès, et je pense que c'est à partir de là on lui a proposé d'en faire un livre qui a été un énorme best-seller en Allemagne, où il a été vendu je crois à plus d'1 million d'exemplaires. Donc ma critique, c'est que, pour faire très très court, les points positifs, c'est une très bonne revue générale et ludique du fonctionnement de la digestion, et des problèmes qui peuvent y être liés. Vous avez des illustrations de la sœur de l'auteur un petit peu dans le livre, illustrations assez enfantines. Et je ne peux qu'être pour toute initiative de toute manière qui permet d'instruire le grand public sur l'importance de la digestion. Mes remarques plus négatives, c'est tout d'abord au niveau de l'écriture. Bon, ben là, on aime ou pas, hein. Moi, je trouve ça un petit peu trop, limite trop simpliste, trop enfantin. C'est pas trop ma tasse de thé. Bon, certains aimeront. Ce n'est pas non plus un livre qui se veut extrêmement pointu, à jour avec les recherches les plus récentes, hein. Ce n'est pas l'objectif. Donc ça dépend si vous cherchez ça ou pas. Vous avez des informations que vous pouvez déjà avoir vues un petit peu ailleurs si vous vous intéressez au sujet. Par exemple, la fameuse position squat aux toilettes dont moi-même je vous parle depuis longtemps. Et surtout, ce n'est pas une méthode. Donc là, encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez, mais il n'y a pas d'aspect pratique pour ceux qui recherchent une mise en application. C'est-à-dire ceux qui voudraient changer leur alimentation à partir de ce livre seront peut-être un petit peu déçus. Mais au final, ça reste un très bon livre, hein, surtout pour instruire, donc, comme je le disais, le grand public sur ces problématiques. Et moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir que ce genre de livre ait un grand succès, parce que ça montre que les gens s'intéressent à leur santé, s'intéressent au fonctionnement de leur corps à partir du moment où c'est présenté sous une forme accessible. Donc moi, je trouve ça plutôt encourageant, personnellement, par exemple, pour le travail que j'essaye d'effectuer. Deuxième livre de la semaine, L'horrible vérité sur les médicaments anticholestérol du docteur Michel de Lorgeril, livre qui, lui, vient juste de sortir. Donc on a en résumé 2 grandes parties dans ce livre. D'une part, une explication sur le cholestérol, son origine, sa fabrication dans le corps, son rôle. Partie très, très claire, très bien faite. Je pense qu'il intéressera tout le monde. Ça, c'est vraiment très bien d'avoir fait cette partie pour éclaircir un petit peu les choses. Et deuxième partie beaucoup plus longue, c'est un passage en revue des liens entre statines et les différents problèmes de santé, les différents effets secondaires qu'elles pourraient amener, comme des douleurs musculaires, des problèmes neurologiques, diabète, cancer, etc. C'est une partie aussi très intéressante, hein. Peut-être, juste un bémol, peut-être un peu sèche, donc ce n'est pas une critique, hein, mais ça peut paraître un petit peu sec et un petit peu long à lire pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Ceux qui sont directement concernés, bien entendu, resteront motivés à la lecture de ces chapitres. Et c'est vraiment, selon moi, un livre qui s'adresse avant tout aux patients concernés, directement ou indirectement, et aux médecins.
Ce qui est bien, c'est quand même le plus important dans ce débat sur le cholestérol et les statines surtout, c'est que c'est un livre référencé, sourcé, hein, parce que c'est un petit peu son domaine d'expertise à Michel Delorgeril. Et donc avec toutes ces références, ça fera un très bon support de discussion. Par exemple, si vous-même, votre médecin vous a prescrit des statines, plutôt que de lui dire bah, j'ai lu sur Internet que, ou j'ai vu à la télé qu'ils disent du mal des statines, là vous aurez un vrai support de discussion solide où votre médecin pourra aller voir de lui-même toutes les études et les références citées pour se faire sa propre opinion. Et selon moi, c'est en restant sur un débat de fond qu'on arrivera à faire un petit peu évoluer les choses. Et juste pour vous dire, j'ai prévu de toute manière, dans les mois qui viennent, je ne m'engage pas sur une date, hein, de faire une vidéo sur ce sujet justement du cholestérol, où mon approche sera plutôt que de rester focalisé sur le cholestérol. Quel est l'objectif par exemple des statines? C'est de réduire la mortalité cardiovasculaire. Et donc, est-ce que le plus simple ne serait pas de remettre complètement à plat tout ce qui influe positivement ou négativement sur la mortalité cardiovasculaire, ce qu'on appelle par exemple les facteurs de risque, hein, que les médecins sont censés considérer quand ils choisissent de prescrire ou pas des statines, mais on va vraiment essayer de remettre tout ça à plat. Quels sont les modèles alimentaires qui influent positivement ou négativement sur cette mortalité cardiovasculaire? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs comme l'activité physique, ça bien entendu, voire des choses par exemple comme le sauna, j'en ai parlé par exemple dans le premier Natura News. Donc qu'est-ce qui influe positivement sur la mortalité cardiovasculaire? À quel niveau? Et est-ce qu'au final, avant même de rentrer dans le détail des bénéfices-risques des statines, est-ce que ces statines sont encore d'un réel intérêt comparé aux bénéfices de tous ces autres aspects du mode de vie? Voilà, c'est un petit peu l'approche que je voudrais essayer d'avoir dans cette future vidéo, mais on en reparlera quand elle sortira. Troisième et dernière partie de ce Natura News, les études. Alors, comme on a déjà pas mal parlé d'études en début de vidéo, j'en ai gardé que 2 pour cette semaine. La première, c'est le lien entre entraînement en résistance, c'est-à-dire le fait de travailler en soulevant des poids, et lésions dans la matière blanche du cerveau chez des femmes seniors. Et en résumé, c'est très simple. Le renforcement musculaire protégerait la matière blanche dans le cerveau de lésions. Et donc pour faire très simple, comme montré déjà par plein d'autres études, faire du sport, c'est excellent pour le cerveau et encore plus chez les seniors. La deuxième étude, qui elle date déjà de quelques mois, mais je viens tout juste de la lire, sur les liens entre ce qu'on pourrait appeler équilibre acido-basique et santé osseuse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discours différents qui circulent sur cette histoire d'équilibre acido-basique. Moi-même, j'ai mon opinion qui a pas mal évolué dans un sens puis dans l'autre avec le temps, parce qu'il y a des arguments solides pour et des arguments solides contre. Contre, c'est-à-dire que le fait que ça n'existe pas. Enfin, ce qui est clair, c'est que sur Internet notamment, on voit circuler beaucoup d'exagérations où les gens simplifient à mort dans le sens tout ce qui facilite l'acidose serait presque mortel et va vous donner le cancer, que ce soit la viande, les produits laitiers, les céréales, etc. Même si on considère que la manière dont est présenté en général l'équilibre acido-basique est vrai, même si on accepte ça, ça reste une histoire d'équilibre. Par contre, ce qui manquait encore au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu de données solides sur les mécanismes qui sous-tendraient à cet équilibre acido-basique. Et c'est là où cette étude, donc sortie il y a quelques mois, est vraiment très intéressante. Dans cette étude, on a donné aux participants du bicarbonate de potassium ou du chlorure de sodium, et ensuite on a mesuré différentes hormones dans les urines, notamment les glucocorticoïdes, c'est-à-dire la cortisone et le cortisol. Et ce qu'on remarque, c'est que ceux ayant pris du bicarbonate de potassium ont des taux de glucocorticoïdes beaucoup plus faibles dans leurs urines. Et comme on a aussi mesuré leur densité osseuse, on a pu voir que les personnes avec des taux urinaires donc de glucocorticoïdes plus élevés ont une densité osseuse plus faible. Donc j'ai trouvé donc cette étude très intéressante pour approfondir ce lien
entre glucocorticoïdes, donc cortisol, cortisone, et densité osseuse. C'est une piste à creuser qui permet d'apporter une explication un petit peu plus solide sur ces histoires d'équilibre acido-basique. D'ailleurs, bon, à voir si à long terme il faudra garder cette terminologie. Mais ce que ces travaux ont montré aussi, c'est que le plus important, c'était l'apport d'éléments basifiants et non pas simplement d'enlever entre guillemets des éléments acidifiants, comme le chlorure de sodium. C'est-à-dire, je ne vous dis pas gavez-vous de sel, mais surtout mangez plein de fruits et légumes, notamment plein de légumes, et particulièrement plein de légumes verts, de légumes à feuilles vertes, qui sont souvent assez riches en potassium et en plein d'autres vitamines comme la vitamine K, etc. C'est tout pour ce Natura News numéro 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.